Alexandre Moranville-Ouellette. Il circule au travers de l'autoroute de l'information, sans dérapage ni accrochage. Une mesure qui a été annoncée hier puis qui, je crois, était pas mal attendue dans le milieu de l'enseignement supérieur. On veut créer une instance de concertation nationale pour légiférer justement sur l'utilisation, l'encadrement de nos outils d'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur. On peut en parler avec moi, Pascale Derry, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec. Bonjour, Mme Derry. Bonjour. C'est une grosse annonce. Il y a des gens qui disent que c'est trop tard. Il y en a qui disent que c'est trop flou. Mais la mesure en tant que telle, peut-être pour rassurer tous ces gens-là, qu'est-ce qu'on veut faire exactement dans cette instance? Écoutez, il faut y aller par étapes, puis c'est ce qu'on a fait depuis le début. Quand je suis arrivée en début de mandat, ça a pris quelques mois avant qu'on voit pousser, si vous voulez, les chats GPT de ce monde, les nouvelles technologies. On a décidé de faire un gros sommet, réunir tout le monde. Il y avait 1 millier d'acteurs là-dedans, donc des experts, mais aussi tout le réseau universitaire, tout le réseau collégial, les syndicats, les fédés étudiantes. Donc, tout ça nous a permis d'échanger, de voir un petit peu comment ça se passait dans le reste du monde, parce que ça bouscule le milieu de l'enseignement supérieur, pas juste chez nous, mais évidemment partout ailleurs dans le monde. Pour avoir moi-même parlé à des collègues en enseignement supérieur ailleurs dans le monde, on est aux prises avec ce même enjeu, ce même problème. Donc, il fallait y aller par étapes. Maintenant, on a eu le rapport du Conseil supérieur d'éducation. La principale recommandation, la recommandation la plus structurante, c'est celle-là. Donc, de mettre sur pied une entité nationale, une table de concertation avec tous les acteurs pour qu'on soit capable d'en arriver à des solutions, pour qu'on soit capable éventuellement d'agir. Mais ces solutions-là vont émaner du réseau. On va pas légiférer, c'est pas moi qui vais baliser. On nous a demandé de pas le faire. Tout le réseau prend cet enjeu très au sérieux et ont déjà pris des actions, chacun de son côté. Mais ce qu'on veut faire, c'est essayer d'avoir une vision commune. Donc, on va s'asseoir, discuter, réfléchir et agir éventuellement pour être capable d'avoir cette vision commune à l'intérieur même du réseau en entier, là. Donc, on se comprend, là, c'est surtout de consulter pour commencer, d'essayer d'établir un cadre directeur. Mais une fois que ça s'est dit, c'est quoi la force d'agir? C'est quoi la force de loi qu'a tout ça? Si vous balisez pas, est-ce que ce comité-là de concertation peut, lui, prendre des actions pour baliser dans le réseau? Ben, en fait, si les acteurs du réseau décident de donner certaines orientations, puis d'agir, puis d'avoir un certain guide directeur pour que tout le monde ait les mêmes pratiques, ben c'est sûr qu'on va mettre ça sur pied, on va les accompagner, là. Mais le but, c'est ça, c'est d'avoir une certaine uniformisation des pratiques à l'intérieur même du réseau de l'enseignement supérieur, parce qu'actuellement, les pratiques diffèrent d'un établissement à l'autre. Depuis 1 an, je vous dirais que chaque établissement a probablement changé ses politiques internes, par exemple. Donc, en termes de plagiat, il y a des établissements qui ont serré la vis. En termes de contenu pédagogique ou la manière dont on fait les examens en classe, il y a certains professeurs, certains enseignants qui ont décidé de faire ça autrement. Donc, les gens ont été très créatifs au cours de la dernière année pour qu'on soit capable, justement, de mieux outiller non seulement les enseignants, mais aussi les étudiants. Donc, il y a un bon travail qui a déjà été fait et je pense que c'est essentiel. Tout le monde a pu apprivoiser, entre guillemets, ces nouvelles technologies. Et là, on va tous s'asseoir avec une meilleure compréhension pour être capable de définir ces orientations puis de définir cette vision commune. Mais encore une fois, si le réseau décide d'avoir une vision commune avec des lignes directrices bien claires et des balises, mais on va aller de l'avant avec ça. Mais ces solutions-là doivent émaner du réseau et c'est ce qu'on nous a demandé tant au niveau des étudiants que des établissements, que des syndicats. On est tous vraiment sur la même page. Je pense que c'est une bonne nouvelle et il faut avancer dans ce sens-là, puis on avance dans ce sens-là à l'heure actuelle. Oui, absolument. Là, une mesure comme celle-là, c'est sûr qu'on peut pas être contre le principe en lui-même. On parle beaucoup d'utilisation éthique de l'IA. C'est un terme qui revient beaucoup. C'est un cadre éthique, une utilisation éthique. Est-ce que ça va être précisé? Est-ce que ça va être plus défini aussi? C'est quoi l'éthique de l'intelligence artificielle en tant que telle dans cette concertation-là? Oui, absolument. Ça fait partie, évidemment, des enjeux d'avoir une utilisation, non seulement en termes de pédagogie, parce que ça change, évidemment, la manière dont on enseigne et la manière dont les profs outillent les étudiants. Pareil aussi en sens inverse, mais aussi de manière éthique. Il faut le faire de manière éthique. On parle de données, de propriété, en fait, de données privées, de données personnelles. Il y a beaucoup de choses. C'est très, très vaste quand on parle d'éthique en intelligence artificielle. C'est un enjeu qui est extrêmement grand, c'est-à-dire à cerner. Alors, il va falloir mieux cerner et c'est le but de cette entité, cette entité
de concertation nationale, le but, c'est d'aller mieux cerner ces enjeux-là, tant au niveau pédagogique qu'au niveau de l'éthique, pour être capable de baliser puis de faire ça de manière durable, de manière sécuritaire. Puis ça va nous permettre aussi, ce qui est important, c'est que ça va nous permettre aussi de suivre l'évolution de ces technologies-là en temps réel. Une fois qu'on aura des grandes orientations puis qu'on va être capable d'être tous sur la même page, et on l'est déjà pas mal, je pense que ça va nous permettre de suivre de manière cohérente tout le monde dans tout le réseau, de manière continue, l'évolution de ces technologies. Parce que honnêtement, s'il fallait que je balise demain matin, dans 2-3 mois ou même moins que ça, ce sera déjà périmé, ce sera déjà désuet, là. Donc, il faut faire attention quand on dit on balise, il ne faut pas baliser trop vite. Il faut être capable de suivre l'évolution de ces technologies, puis de les apprivoiser. Tout le monde doit les apprivoiser. Puis, encore une fois, ce sont des technologies qui sont, entre guillemets, qui a ses limites et ses inconvénients. C'est-à-dire, c'est dangereux, entre guillemets, dans la mesure où elles évoluent très vite, puis elles prennent la place soit de l'enseignant ou les étudiants, évidemment, en termes de plagiat aussi, c'est important. Donc, ça peut être vraiment des technologies qui sont nuisibles, mais d'autre part, ça peut être des technologies extrêmement positives pour l'enseignement supérieur et pour l'avenir de l'enseignement supérieur. Donc, je crois qu'il faut les apprivoiser de la bonne manière et ça prend vraiment tous les acteurs autour d'une table pour être capable de mieux comprendre cet enjeu-là puis savoir s'en servir à bon escient finalement. Je sais que vous êtes la ministre de l'enseignement supérieur, pas de l'enseignement tout court ici au Québec, mais quand vous parlez, je vous entends parler d'apprivoiser ces technologies-là, de bien les expliquer. On se comprend que c'est quelque chose qui doit commencer jeune, là. Les jeunes primaires, secondaires aussi, là, pas juste en enseignement supérieur, vont en entendre parler, vont avoir ces technologies-là dans les mains un jour ou l'autre. Est-ce qu'il y a une concertation qui se fait avec votre collègue, M. Drainville, pour être capable de parler d'intelligence artificielle puis d'enseigner, si on veut, cette éthique-là puis des bons comportements plus tôt dans le parcours scolaire des jeunes ou on va se limiter seulement à l'enseignement supérieur? Écoutez, on a eu des discussions avec le MEQ, donc le ministère de mon collègue Bernard Drainville. M. Drainville avait participé avec nous au fameux sommet, justement, qu'on avait organisé. Donc, le MEQ est tout aussi impliqué dans ces mesures-là. Par contre, la table de concertation nationale va vraiment se limiter à l'enseignement supérieur. Okay. Ceci dit, s'il y a des acteurs du milieu de l'éducation, comme il y en a eu au cours de la dernière année, on est vraiment en étroite collaboration, là. Les deux ministères travaillent très étroitement ensemble sur ces enjeux-là. Donc, il se peut très bien qu'à l'intérieur des acteurs, il y ait des acteurs aussi du milieu de l'éducation. Mais là encore, on est au stade où on va aller solliciter ces acteurs-là, mettre l'entité sur pied pour être capable d'avancer le plus rapidement possible, là. Un point que je trouve intéressant dans les acteurs, justement, que vous réunissez, il y a les fédérations étudiantes. Il y a des jeunes qui vont pouvoir parler, qui vont pouvoir s'exprimer. C'est important pour vous d'avoir l'avis et l'opinion de ceux qui vont peut-être avoir à l'utiliser ou à bien l'utiliser, les élèves? Absolument. Puis je vous dirais que c'est pas la première fois qu'on fait appel aux fédérations étudiantes. On est très proche des fédérations étudiantes. Les fédérations étudiantes ont un input, passez-moi l'expression, extrêmement important. En enseignement supérieur, on est en étroite collaboration avec eux. Donc absolument, c'est les premiers à être interpellés dans toutes les politiques internes relativement au plagiat, ça les interpelle beaucoup. Donc, moi, je veux pas qu'on montre du doigt ni les enseignants ou les étudiants ou les responsables d'établissement. Il faut que tout le monde... C'est une responsabilité partagée, puis je pense que c'est eux-mêmes, la fédération, qui parlait d'une responsabilité partagée. Je suis vraiment d'accord avec ça. C'est une responsabilité partagée, c'est une responsabilité collective que nous avons face à un enjeu d'une telle ampleur qui est l'intelligence artificielle. Oui, en terminant, Mme Derry, c'est une question peut-être plus personnelle pour la personne que vous êtes, Pascale Derry, au-delà de ministre de l'Éducation supérieure. C'est gros, c'est vaste, c'est imposant, impressionnant les défis que ça amène, l'intelligence artificielle. C'est-tu angoissant? Des fois, c'est-tu beaucoup comme espèce de dossier à saisir comme ça dans votre position? Ben, écoutez, ce sont des enjeux extrêmement intéressants. La société évolue beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Puis je vous dirais, sur une note plus personnelle, mes enfants, j'ai 2 enfants, 2 jeunes enfants. Il y en a une qui a 11 ans, mon fils a 14 et ChatGPT. Ben, je me suis assise avec eux et je leur ai montré un peu c'était quoi parce que mon fils de 14 ans quasiment l'utilise, mais l'utilise pas évidemment pour tricher à l'école, mais surtout pour l'apprivoiser. Ça peut être aussi un outil d'apprentissage extrêmement important. Encore une fois, il faut l'utiliser de la bonne manière. Donc, je pense que les parents aussi, personnellement, j'enlève mon chapeau de député ou de ministre, personnellement, je pense que les parents aussi ont un rôle à jouer pour justement leur expliquer un peu les avantages et les inconvénients, surtout les limites
de ces technologies-là. Je pense que c'est important. C'est pour ça que je dis depuis le début que c'est une responsabilité collective, que c'est une responsabilité partagée. Je pense que tout le monde ensemble, on va y arriver. On l'a vécu dans les années 2000 avec toutes sortes d'avancées technologiques. On l'a vécu avec la calculatrice. Bref, mais là, c'est clair que c'est beaucoup plus puissant. Ça vient un peu remplacer aussi ce que font les enseignants ou ce que nous faisons comme personnes au quotidien. Ça a un impact extrêmement important, puis dans toutes les sphères d'activité, dans toutes les sphères de la société, pas juste en enseignement supérieur. Mais comme c'est un enjeu extrêmement large et vaste, je vais m'occuper, je vais rester dans ma bulle en enseignement supérieur, puis je vais m'occuper de mes affaires en enseignement supérieur pour que ça avance bien. On vous entend bien là-dessus, puis on a hâte de voir aussi qu'est-ce que ça va donner, cette instance de concertation nationale. On va se garder au courant. Pascale Derry, vous êtes la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de m'avoir reçu. À bientôt. Au revoir.